y sommes. Nous parlons de cette guerre d'influence entre la France et la Russie, avec justement cette nouvelle qui fait donc jaser pratiquement tous les bureaux du Quai d'Orsay. Il s'agit bien sûr de l'arrivée prochaine du côté de Bamako de 1000 paramilitaires russes. C'est donc un projet de défense russo-malien qui met donc très à mal la France depuis quelques jours. Et justement, pour sa défense, la France a donc décidé d'user de ses moyens de communication, des moyens parfois très biaisés, avec bien sûr des intox à partager, à n'en plus finir, en traitant justement ces paramilitaires russes de mercenaires, des mercenaires qui viendraient justement d'une société, je crois, de sécurité appelée Wagner, laquelle serait donc du moins, laquelle société aurait à sa tête un proche de l'actuel président russe, Vladimir Poutine. Sauf que tous ces mensonges, on va le dire ainsi, relèvent tout simplement d'un objectif, celui de ternir l'image de la Russie. Alors, est-ce que Luc Michel est en notre compagnie? Alors, Luc Michel, je vais commencer cette thématique avec vous parce que justement, c'est vrai que durant longtemps, vous avez quand même essayé de recadrer un peu les choses sur cette future arrivée des paramilitaires russes, mais sauf qu'il se trouve qu'il y a des médias qui travaillent à la solde du Quai d'Orsay, des médias qui ne jurent que par la France, qui ont donc décidé de donner une autre connotation à cette coopération militaire ou du moins de défense qui existe ou qui va exister prochainement entre la Russie et le Mali. On va toujours tout d'abord parler des médias mensonges. L'année passée, un livre est sorti aux États-Unis. Il s'appelle De compagnie UKIP. Il est édité par une ONG de Georges Soros et il crée un mythe médiatique qui est le groupe Wagner. Le livre est consacré à Eugénie Prigozhin, c'est-à-dire c'est un proche ami de Vladimir Poutine qui est accusé d'être le grand patron non seulement du groupe Wagner, mais de la désinformation, comme ils le disent, médiatique. Il y a également un chapitre qui est consacré à moi-même et à Afrique Média. Le groupe Wagner, en fait, c'est une construction purement médiatique. Ce qui existe, c'est une série de 11 firmes de sécurité russes qui ont du personnel paramilitaire. Par exemple, en Centrafrique, c'est un groupe de sécurité russe qui s'appelle le groupe SEWA, qui est en action aux côtés des FACA et pour assurer la garde personnelle de Touadéra. Donc, la France s'est emparée depuis quelques semaines de ce livre et elle le décline dans tous les domaines. Ça a été un dossier dans Jeune Afrique, ça a été un dossier dans Marianne, etc. Le but, évidemment, c'est de diffamer les paramilitaires russes et diffamer également ceux qui participent à la guerre médiatique pour la Russie en Afrique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut comprendre l'arrière-plan. L'arrière-plan, ce n'est pas un face-à-face entre la France et la Russie. C'est un jeu à trois entre les États-Unis, la France et la Russie. Un téléspectateur vient de vous expliquer, et il a raison, que la France est en train d'être lâchée par les Américains. Il y a l'affaire des sous-marins qui viennent d'être perdus le contrat par la France en Australie, la nouvelle alliance entre les Britanniques, les Australiens et les Américains dans le Pacifique qui laisse de côté la France. Et en Afrique, en 2017, Trump disait que Macron, c'était le shérif de l'Afrique, mais il ne croyait plus aux Français. Les Français ont perdu la guerre du Sahel, ils ont perdu la guerre en Libye. La France entend redistribuer vers la mer Rouge et le Mozambique les Français et américaniser la guerre du Sahel. Ça explique la panique de Paris. À partir du moment où les Russes ont de l'influence, pas seulement en Centrafrique, mais également au Mali et au Tchad, avec lequel ils viennent de signer des accords, eh bien, la France, elle perd sa capacité à négocier avec les Américains, à dire nous tenons pour vous, nous la tenons depuis 60 ans, l'Afrique francophone. Ça vous explique la panique de Macron, mais aussi dans l'affaire australienne, la panique de Le Drian. Le Drian a dit de son ancien ami Joe Biden que Joe Biden faisait des coups à la Trump. Il a raison, il n'y a rien à attendre des Américains. Les Américains, c'est l'illustration profonde de cette formule de Richelieu.
que les peuples n'ont pas d'amis, qu'ils n'ont que des intérêts. Et donc, la Russie, elle est arrivée en Afrique, aidée par l'Iran, et ces deux puissances mènent ce qu'on appelle une guerre hybride. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? Ne vous trompez pas, c'est la guerre que les Russes et les Iraniens font aux Occidentaux. Les Occidentaux, les Américains, les Français, les Allemands, ils mènent une guerre classique, c'est-à-dire une guerre militaire, une guerre médiatique, une guerre économique, et les Russes et les Iraniens y répondent par une guerre asymétrique qu'on appelle la guerre hybride. C'est une guerre multiforme qui prend tous les domaines possibles, la politique, les médias, les affaires, etc. Les inventeurs de la guerre hybride, ce n'est pas la Russie en Ukraine en 2013, comme on le dit à peu près partout, c'est l'Iran en 2016 au Liban. Et actuellement, l'Iran continue cette guerre. Ils viennent de remporter une grande victoire contre l'embargo des carburants américains en Iran. Les Russes, donc, ils sont menés une guerre qui est pleine de succès. Ils ont, en 6 mois, eu plus de résultats que les Français et la MINUSCA, oui, en Bangui en 8 ans. Et maintenant, ils s'apprêtent à libérer le Mali. Ils vont là aussi, en quelques mois, obtenir plus de résultats que 8 années de Sangaris, de Barkhane et de MINUSMA. C'est cela qu'il faut constater. La guerre hybride, elle ne se limite pas au succès militaire, elle se double aussi d'une guerre d'influence, c'est tout ce qui concerne les élections et la diplomatie parallèle, notamment le monitoring électoral. Et la guerre hybride, elle se double d'une réponse à la guerre économique, comme on le voit actuellement au Proche-Orient. Il faut dire une dernière chose, c'est que les structures de sécurité russes, elles n'arrivent pas uniquement au Mali. Elles sont actuellement présentes au Tchad, elles sont présentes au Soudan, elles sont présentes aux côtés d'Haftar en Libye, elles sont présentes aux côtés de l'armée du Mozambique dans le nord-est face aux djihadistes, mais aussi aux tentatives de s'emparer du pays par les puissances de l'OTAN, notamment les Américains, les Français, toujours eux. Et donc, elle est en train de démultiplier les succès au détriment des chancelleries occidentales. Enfin, dernière chose qu'il faut constater, c'est la caractéristique principale. Les Occidentaux, ils mènent la guerre avec des organismes d'État. Les armées, évidemment, occidentales, les embargos d'État économiques, les sanctions, etc., américaines, françaises de l'Union européenne, et enfin, les médias d'État, France 24, RFI, Arte, Euronews, et les médias para-étatiques américains du genre de CNN, etc. La Russie et l'Iran, eux, ils utilisent ce qu'on appelle des acteurs extra-étatiques non gouvernementaux. C'est par exemple Afrique Media ou moi-même. C'est par exemple en Iran, autour de l'Iran, les milices pro-iraniennes du Proche-Orient, le Hezbollah au Liban, Ansarallah au Yémen ou encore les Hach el-Shalabi en Irak. Quel est l'avantage pour l'Iran et la Russie d'utiliser des acteurs non étatiques? C'est que l'État ne s'implique pas directement dans une confrontation militaire. La Russie et l'Iran, ce sont ce qu'on appelle des puissances pauvres. Je vais terminer là-dessus. Le budget du Pentagone annuel, il est de 780 milliards de dollars. Le budget militaire de la Russie, il est de 60 à 90 milliards de dollars par an. Il n'y a pas photo entre les deux. La Russie sait que l'Union soviétique a perdu la Première Guerre froide en acceptant la course aux armements avec les Occidentaux. Elle ne veut plus se laisser enfermer dans cela. Et les Iraniens, qui ont des moyens limités, ne le veulent pas non plus. Ils mènent donc cette guerre asymétrique avec des acteurs non étatiques. C'est cela l'hystérie française, les attaques contre Afrique Media, les attaques contre moi-même. Cet ambassadeur français, ce n'est pas le monsieur Afrique, monsieur Bigot, ce n'est pas le monsieur Afrique du Quai d'Orsay, c'est le nouvel ambassadeur de Macron en Afrique centrale. Bigot est venu dernièrement à Bangui se plaindre justement
de ce qu'ils appellent la déstabilisation médiatique des Russes. Ils visent évidemment Afrique Média et moi-même face aux Français. C'est tout cela, cette confrontation, qui est en train de mal tourner pour Paris, parce que Paris, c'est une petite puissance de second ordre. Elle n'a plus d'une grande puissance militaire. Elle n'a pas une grande puissance économique, que ce soit en Europe, en Méditerranée, au Proche-Orient ou en Afrique. C'est une puissance secondaire qui existe, qui essaye encore d'exister en faisant du bluff médiatique vis-à-vis des Américains. Pour votre participation, mais je voudrais quand même apporter une petite correction. La Russie ne se sert pas d'Afrique Média, justement, pour défendre quoi que ce soit, parce que je pense que tout à l'heure, le professeur Bellec l'a encore dit ici, Afrique Média est une chaîne panafricaine et qui se doit effectivement de dire ce qui doit être dit, ce qui est vrai, et de défendre effectivement l'intégrité panafricaine. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter, parce qu'en le disant que la Russie se sert justement d'Afrique Média, cela viendrait tout simplement confirmer justement ces rumeurs, ces informations fabriquées pour ainsi ternir également l'image d'Afrique Média, parce que vous le savez autant que nous ici à Afrique Média, que nous avons été cités par la France, par le président Macron même, comme étant une chaîne de télévision qui soutiendrait les actions et qui recevrait de l'argent justement de la Russie pour parler au bien justement des actions menées par cette coopération russe. Alors, je vais poursuivre avec vous, professeur Bellec, justement sur cette thématique, comprendre justement cette nouvelle guerre d'influence entre la France et la Russie, après bien évidemment cette même France et la Russie en République centrafricaine. La première remarque que je fais, c'est qu'il n'y a pas de lutte d'influence parce que le Mali n'est pas un objet dans les mains de la France ou de la Russie même. Le Mali est un pays souverain. Voilà, donc il est temps que les Français comprennent que quand un pays est souverain, d'abord il est habité par des populations qui ont une vie à mener, qui est indépendante de celle d'une autre population qui sera en France. Voilà. Donc la France, jusqu'à présent, a utilisé ce qu'ils ont appelé, c'est eux qui nomment, hein, précaré. Précaré. Voilà, ça c'est leurs expressions. Sous-entendre que dans tel territoire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils pillent les richesses et les exploitent à leur profit, pendant que les peuples de ces régions qui ont ces richesses n'en profitent pas et vivent plutôt la misère. Au point même qu'un pays comme le Niger, qui fournit de l'uranium à la France pratiquement gratuitement, la France, le territoire français, lui, il est éclairé et prétend avoir une des électricités les moins chères du monde, alors que le Niger est dans le noir, l'obscurité. Hein, alors l'uranium partant du Niger. Est-ce que c'est acceptable? D'abord, c'est une insulte à l'espèce humaine. Il faut que les Français comprennent ça. Ils passent leur temps à insulter. Mais je comprends, parce qu'ils sont gérés par des talmudistes. Et les talmudistes, c'est des gens qui ont condamné la race noire. Pour qui la race noire, les hommes ou les femmes, les enfants de la race noire ne sont même pas des hommes pour eux. Hein, puisque c'est les demi-hommes, demi-sages. C'est écrit dans le Talmud. C'est pour ça que j'appelle ça les talmudistes. Au mieux, c'est les demi-hommes, demi-sages. Parfois même, c'est même moins qu'un chien. Mais le Code noir en a fait des meubles, hein, pendant l'esclavage. Voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Nous, ce n'est pas un problème d'influence, on n'en a rien à faire. Il faut que le Mali retrouve sa souveraineté. Et pour cela, le Mali a le droit de contracter, enfin, de conduire n'importe quel contrat avec le diable, si c'est le diable qui lui permet de sortir de la situation dans laquelle la France l'a mise depuis 8 ans. Parce que c'est bien l'intervention française qui a été incapable de chasser les djihadistes comme il l'avait annoncé, qui fait que la situation a pourri. On en est maintenant à un Mali qui est inondé de djihadistes, enfin de soi-disant terroristes et djihadistes, hein, parce que nous avons compris depuis qui sont alimentés par qui on sait, l'État français. Voilà. Jusqu'à pratiquement Ségou, quand on a Ségou, on a 300 km de Bamako. Mais oui, voilà. Quelque chose qui était limité au nord du Mali. Tombouctou, à la limite, Gao, à la limite, ensuite Kidal, est descendu plus bas, jusque dans la région, le centre du Mali. Sévaré, Mopti, jusqu'à faire en sorte que des populations qui étaient liées dans le Sénankounia, je pense aux Peuls et aux Dogon, se tuent entre eux. Hein? Tout le Massina envahi par les terroristes. Donc ça, pour une puissance soi-disant militaire comme la France, non seulement c'est la honte, mais ça veut dire que ce qu'ils ont annoncé, ce n'est pas ce qu'ils ont fait au Mali. Et ils ont peur maintenant de la venue de la Russie, puisque, enfin,
quel que soit le cas, hein, troupes privées ou pas, on s'en moque, sont des gens qui viennent aider militairement le Mali. Voilà. Donc, une fois que ces gens-là seront là, on a vu le résultat en Centrafrique. Donc, les Français savent qu'en très peu de temps, enfin l'État français, hein, pas le peuple, en très peu de temps, le nord du Mali va être conquis et on va les surprendre. On verra exactement ce qu'ils faisaient au Mali. On va les surprendre. Alors, je vais chuter par une dernière remarque par rapport au Centrafrique. Comment ça se fait que la présence russe en Centrafrique n'a pas chassé les troupes françaises? Ils ont menacé plusieurs fois qu'ils partaient, ils ont tous leurs troupes à l'aéroport. Pourtant, les mêmes Wagner sont déjà là. Et ils ont même commencé par Centrafrique. Et maintenant, ils font le chantage que si Wagner arrive au Mali, alors ils vont partir. Encore que ce n'est pas Wagner quand même. Enfin, peu importe, les paramilitaires. C'est pas Wagner. Prêtez-moi le mot, je vais le dire. Quel mot vous voulez, quel mot? Paramilitaires russes. Bon, ok, les paramilitaires russes qui sont en Centrafrique. Vous coupez parce que nous savons quand même qu'en République centrafricaine, on a encore cette image du ministre de la Défense, Marie-Noël Correa, lorsqu'elle signait la coopération militaire entre la Russie et la République centrafricaine. Elle avait, je crois, fait le déplacement justement pour Moscou, pour la signature avec le ministère de la Défense russe et non avec une société de sécurité. Je voudrais apporter parce il y a que des subtilités. Les Français n'arrêtent pas de parler de cette société. Ils sont bêtes, alors qu'on a vu Mme Correa signer un contrat. Ils sont bêtes. Il y a des subtilités. Si eux, quand ils font leur petite subtilité, ils croient qu'ils sont intelligents. Ils pensent que d'autres ne peuvent pas avoir les mêmes subtilités. L'accord militaire est entre le gouvernement russe et le gouvernement malien. Puisque le gouvernement russe avait insisté qu'ils veulent un accord d'État à État, voilà, bien, dans les formes, sinon ils n'interviendraient pas au Mali. Donc, peu importe qui arrive là, c'est au nom de l'État russe. Maintenant, pas les subtilités. Hein. Par exemple, vous savez pourquoi envoyer des paramilitaires plutôt que l'armée russe? Parce que si on envoie l'armée, ce sont des jeunes gens. Ils n'ont pas la même expérience. Et puis, dès qu'il y a la mort d'un jeune homme, c'est clair que la famille pleure. Mais si c'est un paramilitaire, quelqu'un qui a déjà une expérience militaire, qui a rodé sa bosse, qui a un certain âge, ça ne sera pas le même effet. Bon, voilà. Et puis également, par rapport aux petits jeux qu'on fait à l'ONU, tout et tout, là, bon, on prend toutes les précautions. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir passer des armes, que si c'était la Russie directement, le Conseil de sécurité interviendrait. Mais si on passe par les... Bon, vous avez compris, hein, ils ne sont pas bêtes, ok? On va résumer. Mais alors, donc, je disais que, comment ça se fait que ces paramilitaires qui sont intervenus... Parce qu'il ne faut même pas qu'on dise tout à la France. Nous sommes les Africains. Il faut qu'on se libère de la tutelle française. Pourquoi on va leur dévoiler tout ce qui se passe? En même temps. Oui, non, mais c'est bon, ils n'ont qu'à trouver tout seul. Donc, ces paramilitaires qui étaient en Centrafrique n'empêchent pas la France de continuer à être présent. Parce que nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'ils quittent le Centrafrique, hein, en particulier l'aéroport de Bangui, qui n'ont qu'à partir. Mais ils sont toujours là, alors que les paramilitaires russes sont là. Alors comment ça se fait que... En fait, c'est ce que je voulais dire, je vais juste chuter. Comment ça se fait que les mêmes paramilitaires qui sont annoncés au Mali amènent la France à dire, s'ils arrivent, non, on s'en va. Ouais, je veux dire, qui quitte tout ça à Centrafrique, quoi. Donc c'est du n'importe quoi, c'est la honte. Et de toute façon, ils partiront et du Centrafrique et du Mali. Dans le cas de la Centrafrique, ça ne tient qu'à M. Touadéra. Ça fait plusieurs fois que sur ces plateaux, certains d'entre nous demandent à M. Touadéra de demander définitivement le départ de la France. Puisque les mêmes Français ont peur de la Russie. Non, parce que sinon on va commencer à comprendre qu'il y a un jeu bizarre à trois là. Hein, une espèce de billard à trois bandes. Donc il est clair, il est temps que M. Touadéra, ok, nous sommes des panafricains, on vous soutient pour l'instant, mais il ne faut pas croire que notre soutien est garanti éternellement. Hein, si vous ne faites pas ce que nous on attend. Donc demandez aux Français de partir. Un point, un trait. Nous, les Camerounais, nous avons déjà notre armée sur place et vous savez très bien qu'il y a une solidarité forte entre le Cameroun et le Centrafrique. Demandez aux Français de partir. Ça nous aussi, ça nous rassurerait. Et maintenant, quant aux Maliens, je leur fais confiance. Je sais qu'eux, déjà, ne peuvent pas exiger le départ de l'armée française. Voilà, donc ça doit être définitif dans la prochaine semaine, prochains mois. Merci beaucoup à vous, professeur Bellec. Alors, Jonathan Batengene, avec vous également sur cette actualité. Oui, le Mali est en train de réaliser son émancipation. Le Mali est en train de réaliser finalement un acte qui va donner un grand coup à l'acte que la France avait créé dans le Sahel. Cet acte qui avait un ensemble de bases militaires au Mali et un autre ensemble de bases militaires au Niger et d'autres au Tchad qui leur permettaient de contrôler toute cette zone sahélienne. Maintenant qu'il faudra appeler les Russes,
certainement, on va demander à la France de rabattre, d'enlever ses bases. Et on va demander aussi à la force Takuba, qui aurait dû être la force remplaçante de Barkhane, de ne pas se mettre en branle et de laisser que la coopération russo-malienne prenne le relais sur le terrain de la lutte contre les terroristes. Moi, je préfère dire terroristes parce que lorsqu'on dit djihadiste, on ne légitime quelque chose qui n'existe pas. Le djihadisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que forcément matériel. Maintenant, ceux qui en ont fait un combat matériel, eux seuls savent quels sont les ressorts de leur action. Ce n'est pas l'islam de toutes les manières. Donc, dire le djihadisme, ça participe de cette diabolisation d'une religion qui est purement une religion de paix. Et ça participe aussi de noircir toute cette religion qui entretient une longue histoire de guerre, du moins une partie du monde qui entretient une longue histoire de guerre avec l'Occident chrétien. Donc, il n'y a pas de djihadistes dans le Sahel. Il y a des terroristes. Des terroristes qui instrumentalisent la solidarité de la Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane, pour réaliser leurs actions et qui perpètrent là des crimes odieux qui relèvent essentiellement de leur caractère criminel. Et ce n'est pas dans la défense de la religion. D'ailleurs, 80% de leurs cibles sont les affiliés de cette religion. Donc, ces terroristes sont armés par des armées étrangères. Ils sont généralement, moi je prends le cas d'un combattant du témoignage d'un combattant qui était général dans une rébellion centrafricaine. Il disait ceci dans son témoignage, il disait que l'armement leur venait des avions du PAM, c'est-à-dire que le PAM, lorsqu'il survole une zone, on balance les cargaisons d'armes dans la brousse et eux, ils ont les signaux parce que les fameuses cargaisons ont des émetteurs qui leur permettent d'être repérés. Donc, c'est comme ça qu'ils allaient prendre. Il n'est pas exclu que c'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés parce que vous allez remarquer que lorsqu'on vous parle d'une unité rebelle qui existe quelque part au Mali, le Mali n'a pas de port intérieur. Le Mali demande un ravitaillement à partir des pays voisins. Comment ces gens réussissent à être ravitaillés? Le pays le plus immédiat, là où ces rebelles interviennent, c'est le Niger, qui lui-même n'a pas de port intérieur. Un autre pays qui est proche, c'est le Burkina Faso, qui lui-même n'a pas de port intérieur. S'il y a un ravitaillement, ça veut dire qu'il y a bien des gens qui assurent la transmission logistique. Et les seuls qui survolent, qui ont la capacité de survoler avec des appareils aériens, c'était la France. Donc, il y a effectivement un lien malsain entre ces terroristes et des puissances étrangères. D'ailleurs, on a arrêté plusieurs fois dans le Sahel des combattants qui étaient de nationalité étrangère et qui étaient pour la plupart des Français. On a arrêté aussi quelques Algériens, on a arrêté des gens qui étaient venus se battre là-bas comme des mercenaires, mais qui étaient payés. On a arrêté plusieurs personnes avec des euros, c'est-à-dire la monnaie de l'Union européenne. Comment des combattants qui sont africains, qui revendiquent être de l'islam, se retrouvent avec des euros? Est-ce qu'il y a un pays arabe où on fabrique l'euro? Donc, vous voyez qu'il y a des connivences, il y a des faits assez accablants qui montrent que la coopération avec la France n'était pas une coopération saine. Maintenant que la Russie vient, la Russie va permettre d'abord de démêler les chevaux et de remettre sur la table la question de la souveraineté du Mali. Parce que maintenant, le Mali a la possibilité de se bâtir une armée à la dimension de la défense de sa souveraineté. Et cette souveraineté sera défendue au fur et à mesure que les rebelles et les terroristes seront chassés du territoire malien. Ça va aussi garantir une autre chose. La question du chantage avec les accords de Gao, je crois de 1921, la lettre de 1921, cette fameuse lettre, ce chantage qui a commencé va cesser. Parce que lorsque les Russes vont venir, qui vont garantir à l'armée malienne la capacité de reconquérir l'intégralité du territoire malien, les milices rebelles qui s'étaient installées à Gao vont comprendre, et tous ces combattants de la Zawad, ils vont comprendre qu'il est mieux pour eux de rentrer dans le grand pays, le Mali, plutôt que de créer un petit ghetto
qui va se transformer en rébellion. Et ils vont certainement se retrouver dans l'appareil dirigeant du Mali. Ça, c'est les avantages que le Mali est en train de lorgner avec cette coopération. On parle de milices, de cette affaire de Wagner, tout ça. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Russie a opté pour un mécanisme de projection à l'extérieur. La Russie n'utilise pas directement les forces terrestres de Russie. La Russie utilise pour les opérations terrestres des sociétés paramilitaires, qui sont des sociétés paramilitaires utilisées par aussi plusieurs pays. La France en utilise, les États-Unis en utilisent. Ces sociétés paramilitaires ont la responsabilité des opérations au sol. Mais maintenant, pour ce qui est des opérations dans le ciel, c'est les forces aérospatiales de Russie, de la Fédération de Russie. Et ces forces aérospatiales sont également présentes en Centrafrique. Ces forces aérospatiales sont présentes en Syrie actuellement. Et les forces paramilitaires, ces paramilitaires que l'on décrit, sont actifs également en Syrie, mais pour les opérations de terrain. Parce que la Russie estime, et là Luc Michel a apporté un élément, qu'avec son budget militaire, elle ne peut pas forcément financer certaines opérations. Donc c'est pour des opérations de déploiement, pour des questions stratégiques, de déploiement stratégique, la Russie a opté pour un mécanisme de projection différent. On ne peut pas lui objecter que ce mécanisme serait illégitime ou bien serait illégal parce que ces forces ne seraient pas directement les forces de l'armée de Russie. Il y a des forces de l'armée de Russie qui sont présentes sur les territoires en Afrique et ces forces garantissent déjà l'opérationnalité de ces contrats. Donc, la Russie a son mécanisme de déploiement et nous, en tant qu'un État souverain, nous respectons ce mécanisme de déploiement et ce dont nous voulons bénéficier de la Russie, c'est essentiellement la montée en puissance de nos dispositifs militaires qui vont nous permettre de mieux défendre la souveraineté des pays africains. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengenich. Alors, Victor Esso, nous allons sortir avec vous. Que dire justement? C'est vrai que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas enfin nouveau de voir la France s'agiter, utiliser bien sûr ces stratégies pour ternir l'image de très souvent ce qu'on peut caractériser comme des concurrents forts face à elle. Et aujourd'hui, ça se passe du côté du Mali. Vous faites bien de faire cette déclaration-là. J'appelle un commandeur libre. Non, écoutez, la France est totalement en lambeau aujourd'hui, de telle en sorte que ses partenaires de l'OTAN même raillent ses faiblesses dans ce qu'elle a appelé elle-même son précaré. Vous voyez qu'elle se fait laminer pratiquement en Centrafrique, elle se fait laminer à Madagascar, elle se fait laminer au Mali, elle se fait laminer. Donc, vous voyez quelqu'un qui dit être aux côtés des Maliens pour rétablir un État stable, pour rétablir la stabilité du Mali, et qui est censé agir sur plus d'1 million de kilomètres carrés pour lutter contre des groupes djihadistes. Quelqu'un lui dit, ok, je peux venir en support, ou bien j'ai besoin, le pays à qui elle propose ses services, dit j'ai besoin du support de la Russie. Il dit non, je ne veux pas la Russie. Si la Russie vient, vraiment, nous on part. Mais vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Et puis, il va accuser la Russie de travailler avec des mercenaires. C'est quoi un mercenaire? C'est simplement quelqu'un formé militairement qui est en marge de l'armée. C'est-à-dire que l'armée peut avoir besoin de ses services spécifiques en temps particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'expertise. Bon, un pays instable, des gens meurent. Ça crée de la pauvreté. Ça crée de l'immigration. Mais si vous avez quelqu'un qui vient vous aider à résoudre le problème, en quoi? Même si c'est un mercenaire, je ne veux même pas faire ce débat-là sur Wagner, etc. Même si c'est un mercenaire, en quoi cela représente un problème? Mais écoutez, quand vous êtes noyé, même si c'est la queue du serpent qui peut vous sauver, vous vous accrochez dessus. En quoi la France, pourquoi la France agite cette torpeur-là
pour faire peur aux Maliens. Non, simplement parce que elle a son plan qui va être désamorcé, qui va être mis entre parenthèses, et elle tremble. Elle tremble et elle a peur. Et vous voyez que tous ces groupes-là ont pondu des communiqués pour menacer la jeune militaire en disant que, ok, si les mercenaires russes viennent, nous on va intensifier nos attaques. Mais vous n'avez même pas baissé les armes. Vous menacez quelqu'un quand vous êtes encore avec les armes et vous menacez d'intensifier sous prétexte que les mercenaires russes sont spécialisés dans le non-respect des droits de l'homme. Comme une musique écrite par quelqu'un. Tous ont repris pratiquement le même communiqué avec les mêmes thèmes. Donc vous comprenez bien que la France est celle qui agit derrière les groupes djihadistes au Mali. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ce n'est pas qu'un sujet à polémique pour Afrique Média, non. C'est une réalité, puisque vous voyez les mêmes communiqués. 3 groupes différents font pratiquement les mêmes communiqués avec les mêmes thèmes. Ils ont vu les groupes russes ne pas respecter les droits de l'homme. Un djihadiste respecte les droits de l'homme, qui exécute les civils avec les mains nues. Il parle des droits de l'homme. Non. Il faut comprendre que même les partenaires de la France ont compris que c'est un enfant. On ne doit pas traiter avec lui. Vous voyez qu'ils viennent de se faire laminer sur le fameux contrat des sous-marins où il n'a même pas été informé. C'est pour vous dire ce que représente la France d'aujourd'hui. Ouais. Mais lui-même, avec ses propres yeux, il ne se rend pas compte qu'il est le dernier de la classe dans le monde aujourd'hui. Et il n'a pas véritablement l'envergure pour parler aux nations africaines aujourd'hui. Donc, je veux dire au peuple malien, comme un sacerdoce, c'est peut-être pas mauvais en tant que journaliste d'être aussi militant de temps en temps, de ne pas abdiquer. Il n'y a que le Mali là, il n'y a que la Russie pour rétablir la stabilité du Mali, pour aider l'armée malienne à rétablir la stabilité aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On parle quand même de plus d'1 million de kilomètres carrés de bande sahélienne. Vous imaginez? Mais les gens sont là depuis 8 ans, vous n'avez pas de solution. Ils ont été en Centrafrique pendant 40 ans, il n'y a pas eu de solution. Les Russes sont venus en moins d'une année, ont rétabli la stabilité dans 99% du territoire aujourd'hui. Donc, voilà le meilleur exemple. Ils sont aujourd'hui à Madagascar, bientôt ils seront à Madagascar, ils sont au Mozambique, etc. Donc, les Maliens ne doivent pas reculer ou écouter ce chantage-là. La France n'est plus rien. Vous voyez que même les partenaires, même l'élégance des civilités là, informées, ils n'ont même pas informé la France. Donc, vous comprenez qu'ils ne représentent plus rien. Vous ne devez pas avoir peur et vous devez continuer sur cette voie-là, qui est une voie du salut, non seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble du continent. Sahel. Et surtout du Sahel. Et surtout du Sahel, bien sûr. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté. Afrique Média. Le monde, c'est nous.